Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara a échangé avec les ambassadeurs d'Espagne et d'Italie. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé ce mardi 28 septembre 2021 au palais de la présidence de la République avec leurs Excellences Ricardo Lopez Aranda Ragou et Stefano Lo Savio, respectivement ambassadeurs du Royaume d'Espagne et d'Italie en Côte d'Ivoire. Les deux diplomates en fin de mission sont venus faire leurs adieux au chef de l'État et en ont profité pour le remercier et lui exprimer toute leur gratitude, ainsi qu'au peuple ivoirien pour leur hospitalité et toutes les bonnes dispositions dont ils ont bénéficié tout au long de leur mandat en terre ivoirienne. J'ai remercié Monsieur le Président de la République de son attitude envers l'Espagne et de son travail pour renforcer les relations bilatérales. Et j'ai aussi salué son rôle dans la direction de la République de Côte d'Ivoire ces dernières années. Nous avons fait un peu le bilan des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il y a aussi une présence accrue des entreprises espagnoles d'envergure dans le pays. Et le côté de la coopération, nous avons un programme de conversion de la dette en investissements sociaux qui est en cours et qui fonctionne bien. Et nous sommes déjà en train d'envisager les futurs instruments de coopération que nous allons avoir avec la Côte d'Ivoire. Il est à noter que le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, a pris part aux deux rencontres. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, a procédé ce mardi 28 septembre 2021 au lancement officiel de la campagne nationale de distribution des kits scolaires pour le compte de la rentrée scolaire 2021-2022. La cérémonie officielle s'est déroulée dans l'enceinte du groupe scolaire Adiaké 3, appelé communément Dioulacro, en présence de la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui a tenu à donner personnellement le coup d'envoi, ceci malgré la pandémie de la Covid-19. On a noté pour l'occasion la présence des têtes couronnées et chefs traditionnels du Sud Comoé, ainsi que la présence des élus de la région et les populations sorties en masse. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, en visite pour la première fois à Adiaké, a reçu la clé de la ville. 1500 kits scolaires ont été offerts aux élèves d'Adiaké par la fondation Children of Africa. Chaque année, nous recevons des kits scolaires. Maman Dominique, merci. Merci pour ces grands gestes que nous n'oublierons jamais. Chère maman, depuis que nous avons appris la nouvelle de ton arrivée, nous étions impatients de te voir, car nous savons que tu es une maman au grand cœur, qui vient toujours les bras chargés de cadeaux pour ses enfants. Le porte-parole des parents d'élèves a remercié la première dame, Mme Dominique Ouattara, pour ses œuvres. Madame la première dame, nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour l'école en général depuis plus de 10 ans et en particulier pour le préscolaire et le primaire à Adiaké. Cette année, vous donnez un éclat particulier à cette cérémonie par votre présence. Nous vous en remercions. À cette donation s'ajoute celle attribuée aux autres départements du Sud Comoé, soit un total de 5000 kits scolaires pour les élèves de toute cette région. Au total, 16 000 kits qui seront distribués dans toute la Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, saluant la générosité des donateurs de sa fondation, dont les contributions ont permis l'achat de ces dons, s'est adressée aux élèves et aux parents. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, la fondation Children of Africa offre 16 000 kits scolaires aux enfants défavorisés de 40 localités et une dizaine d'associations et ONG à travers la Côte d'Ivoire. Ces kits sont composés de cartables, de fournitures scolaires et de livres de renforcement. À cela s'ajoutent des dons en vivres et non-vivres, ainsi que l'équipement des maternelles en jeux extérieurs et en jeux éducatifs destinés aux écoles d'Adiaké. Le montant total des kits scolaires et dons en nature s'élève à 50 millions de francs CFA. Chers parents d'élèves, je voulais vous traduire tout mon soutien. Vous pouvez être fiers des efforts que vous consentez pour la réussite de vos enfants. Vous avez tous mes encouragements. La Fondation Children of Africa vous apporte ces kits scolaires pour vous aider à aborder sereinement la rentrée scolaire. Chers enfants d'Adiaké, vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes l'espoir de vos familles. Continuez d'être sages et de bien travailler à l'école afin de réussir vos études. Ainsi, vous ferez la fierté de vos parents
et l'honneur de notre pays. Bonne année scolaire à toutes et à tous. Je vous embrasse bien fort. Le coût total du don s'élève à 50 millions de francs CFA et en marge de cela, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un don en nature de 10 millions de francs CFA aux populations. Adiaké reconnaissant a offert en retour de nombreux présents à la première dame, Madame Dominique Ouattara. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur le site de construction du barrage de Natigal. Issa Tiroma s'est rendu à la Natigal Hydro Power Company. Question de toucher du doigt la réalité de cette entreprise citoyenne. Ma présence à Natigal Hydro Power Company fait suite à ma mission, celle qui consiste à établir un contact avec toutes les entreprises dans le cadre donc de la construction de l'émergence de notre nation de manière particulière. Je viens ici donc à Natigal, d'abord parce que c'est une entreprise qui contribue à la structuration de notre économie. Comme vous savez, en tant que responsable de l'emploi et de la formation professionnelle, il m'est échu en partage de visiter toutes ces entreprises pour savoir s'il y a un déficit en matière de compétences. Si les employés dans ces entreprises sont des Camerounais, est-ce qu'il y a des étrangers? Qu'est-ce qui justifie leur présence? Quid du transfert de technologie? Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer l'immense plaisir qui m'habite de constater qu'il y a des femmes qui sont des ferrailleurs, des femmes qui sont des conducteurs d'engins, des femmes qui sont des coffreurs. Ça veut simplement dire que toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que les Camerounais, indépendamment du genre, participent à la construction de leur nation. Quelque chose de formidable. La signature de convention entre son département ministériel et cette société a été faite dans le sens de booster la formation dans certains domaines et assurer ici le transfert de compétences. L'objet de cette visite, nous remercions à nouveau d'ailleurs le ministre de nous l'avoir rendu, c'était la signature d'une convention d'accord entre NHPC et le MINEFOP pour réhabiliter trois centres de formation professionnelle, car une de nos grandes missions, au-delà de ces ouvrages magnifiques que vous avez pu découvrir avec nous aujourd'hui, est le développement local. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de construire un ouvrage qui produira quand même le tiers des besoins du Cameroun début 2024, mais c'est aussi s'assurer qu'il y a des conséquences économiques positives pour l'ensemble des populations environnantes. Donc, dans cette perspective, nous allons investir dans la réhabilitation de certaines filières professionnelles, mais aussi demain aider les lauréats de ces formations à monter leurs propres entreprises pour développer l'emploi local et qu'il y ait une prospérité partagée au niveau de ce site. Après les bureaux, la délégation ministérielle va ensuite se rendre sur le site proprement dit où les différentes infrastructures sont en train d'être construites. Rendu à ce jour, ce chantier a un taux de pourcentage plutôt satisfaisant. La construction de l'aménagement hydroélectrique de Nactigal a démarré le 1er février 2019. Au jour d'aujourd'hui, rendu au 31e mois, nous avons atteint un taux d'avancement de 50% au niveau global. Aujourd'hui, Nactigal, c'est un peu plus de 2500 travailleurs. Là, je parle uniquement de Camerounais qui travaillent de façon acharnée, nuit et jour, pour pouvoir garantir dans un avenir proche l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie électrique au Cameroun. Alors, s'agissant évidemment de la fin des travaux, au jour d'aujourd'hui, malgré le contexte difficile avec le Covid-19, nous envisageons la mise en service de la première turbine en février-mars 2023 et progressivement nous mettrons en service une turbine tous les 2 mois de façon à ce que la 7e turbine soit mise en service en février-mars 2024 qui constituera donc
la mise en service commercial de l'aménagement. Présent à cette rencontre, le directeur général du Fonds national de l'emploi. Pour lui, ce chantier est gigantesque. C'est le plus gros projet porteur de développement sur tous les angles. Sur le plan infrastructurel, parce qu'on aura une augmentation considérable de l'énergie. Sur le plan social et de transfert des compétences, parce qu'il y a plusieurs corps de métier et ça va être des savoir-faire, des acquis pour des Camerounais. Sur le plan de la production des valeurs ajoutées qui vont venir augmenter notre produit intérieur brut et sur le plan de l'environnement social en général et bien sûr sur le plan de l'emploi. Je suis très heureux pour le protocole qui a été signé parce que ce protocole aborde tous ces angles-là, l'angle de transfert de compétences, de formation des gens, n'est-ce pas, à travers le renforcement de quelques structures de formation actuelles, les SA-SM. Ça aborde également la production des valeurs ajoutées à travers la promotion des petites et moyennes entreprises parce qu'il y aura toute une base vie ici et il y aura des besoins. De manière générale, la Natigal Hydro Power Company va permettre au Cameroun d'apporter une solution durable et définitive à l'épineuse question de la fourniture en énergie électrique. Pour la démontrer, la société a déjà implanté des lignes de transport d'énergie qui sera produit ici à l'horizon 2024 pour la fin de ce chantier. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. La 76e Assemblée générale des Nations Unies se tient depuis le 14 septembre au siège de l'Organisation mondiale à New York. Le thème retenu pour cette année est « Construire la résilience pour donner l'espoir, se remettre de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des peuples et revitaliser les Nations Unies ». La Côte d'Ivoire est représentée à ce rendez-vous par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Camara, à la tête d'une forte délégation venue porter haut la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune des Nations Unies. La ministre d'État, Madame Kandia Camara, a eu un tête-à-tête ce lundi 27 septembre 2021 avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous l'écoutons à la sortie d'audience. Nous sommes venus lui porter un message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui nous a demandé de lui transmettre ses chaleureuses salutations et surtout sa gratitude et celle du peuple ivoirien pour le soutien que le secrétaire général en personne et son organisation ont toujours apporté à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des Nations Unies pendant toutes les crises qu'elle a traversées. Et donc le président, en reconnaissance à tout cela, nous a chargé de venir transmettre son message de remerciement. Nous avons informé le secrétaire général du processus de réconciliation qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2011, mais qui s'est accentué avec les rencontres entre le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, entre le président Alassane Ouattara et le président Goudou Gbagbo Laurent, et processus qui va se poursuivre jusqu'à ce que tous les Ivoiriens soient rassemblés pour le développement du pays. Nous avons aussi évoqué le retour massif des réfugiés ivoiriens qui étaient hors du pays. Il faut savoir que sur plus de 300 000 réfugiés ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire, plus de 290 000 ont rejoint la Côte d'Ivoire parce que la situation politique s'est améliorée, la situation sociale, la situation économique, et tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays en paix, un pays stable, un pays qui continue son développement vers l'émergence.
En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, le maire de la ville est descendu au rond-point de la primature. La descente de Luc Messi à Tangana consiste à voir de très près ce site qui a autour de lui les services du Premier ministre, l'hôtel Hilton et le grand bâtiment ministériel. Ceci afin d'arrêter une maquette spéciale pour embellir ce rond-point situé au centre de la capitale Yaoundé au Cameroun. Au cours de sa visite, le premier magistrat de la ville a expliqué le rôle des maires. Le travail du maire se fait sur 2 sites. D'abord, au niveau du bureau ou des bureaux où il y a un travail administratif à faire. Et en marge de ce travail administratif, il y a la réflexion. On réfléchit beaucoup quand on est au poste de maire. Réfléchir, concevoir, confronter, évaluer et finalement valider. Et ce matin, je suis venu valider les idées que j'ai sur ce rond-point. J'ai déjà une ébauche du plan de ce chantier. Accompagné de ses plus grands collaborateurs et certains techniciens, le super-maire a décrit le plan de chantier qui sera lancé dans quelques heures. C'est sur le terrain qu'on évalue le maire, qu'on voit les réalisations du maire. Et sur ce rond-point, je vais ouvrir dans quelques jours, j'allais dire dans quelques heures, un autre grand chantier qui va nous permettre d'embellir ce rond-point. Vous voyez, je suis avec mes collaborateurs techniciens et avec un ingénieur. Et vous m'avez vu tout à l'heure en train de continuer à compléter les aspects du projet que nous allons réaliser ici, à savoir le plan, parce qu'on s'adapte. Et vous allez voir les symboles que nous allons mettre dans le monument, parce que nous allons également construire un monument, un grand monument sur ce rond-point. Nous sommes donc venus évaluer, valider en tenant compte du site. Et je vous dis, c'est un autre grand projet d'embellissement qui fera également l'attraction au niveau de notre ville, l'objet d'une grande attraction. Le maire de la ville s'est engagé dans une vaste opération d'embellissement de la capitale camerounaise. Cette opération va de la relocalisation des commerçants en passant par la construction des postes de police, revêtement des murs des édifices et des taxis à la construction des monuments, révolutionnant ainsi le visage et le paysage de la cité capitale. La cérémonie d'ouverture de la 41e journée mondiale du tourisme a eu lieu ce lundi 27 septembre 2021 à Abidjan. Le thème retenu par l'Organisation mondiale du tourisme est le tourisme, une croissance inclusive. Cette célébration enregistre la participation de plus de 128 pays à travers le monde. Pour la 41e journée mondiale du tourisme, la Côte d'Ivoire met les petits plats dans les grands. Que cette cérémonie se tienne en présence du secrétaire général de l'OMT est un véritable motif de fierté pour notre pays dont les atouts touristiques ne sont plus à présenter. Les effets de la crise sanitaire du Covid-19 sur le secteur du tourisme dans le monde nécessitent un appui au pays pour relancer et accélérer les activités dans le secteur du tourisme. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan, avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation, mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. Le ministre ivoirien du Tourisme invite les acteurs du secteur à plus de solidarité, des propos soutenus par le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. La crise sanitaire du Covid-19 a causé un peu plus de 4 000 milliards de dollars de pertes dans le secteur et son lot de chômage. Le Premier ministre ivoirien, son Excellence Patrick Hachi, a présenté les ambitions du gouvernement. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place prépondérante dans notre plan de croissance nationale et est l'un des 10 secteurs clés devant contribuer à la transformation structurelle de notre économie, notamment au travers de la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire
comme la 5e destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois. L'un des défis majeurs pour la relance est d'écrire le tourisme de demain. Vos modèles sont à inventer, de nouvelles destinations sont à valoriser, de nouvelles sécurités, notamment sanitaires, sont à pérenniser, de nouvelles consommations, plus soucieuses de l'impact sur l'économie et l'emploi locaux comme sur l'environnement, sont à adresser, de nouvelles formations de notre jeunesse, dont le multilinguisme, la maîtrise des nouvelles technologies de l'information, la qualité des services sont à mettre en place, de nouveaux financements, enfin, liés à des démarches zéro carbone rigoureuses, sont à inventer. Un autre enjeu capital, celui de la vaccination. Le footballeur international ivoirien Didier Drogba a été honoré par le Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi, pour sa contribution au tourisme ivoirien. Les propositions pour l'amélioration du salaire minimum interprofessionnel garanti restent attendues des organisations professionnelles d'employeurs. Les partenaires sociaux doivent se préparer pour mieux encadrer les travailleurs dans la perspective des élections sociales du 27 octobre prochain. C'est ce qui ressort des travaux de la 28e et 29e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ce mercredi 22 septembre à Yaoundé au Cameroun, Grégoire a annoncé la position du Cameroun au sein du Bureau international du travail, BIT. Nous devons donc, plus que par le passé, rester proactifs, surtout en ces temps où l'on enregistre la résurgence des phénomènes exogènes inversant considérablement les prévisions économiques et sociales. L'actuelle pandémie de la COVID-19 en constitue une parfaite illustration. Vous conviendrez sans doute avec moi que les présents travaux ne se déroulent pas dans un contexte totalement différent de celui ayant prévalu lors de nos précédentes assises. En effet, le Cameroun, comme la plupart des États, a adopté des mesures pour faire face à la pandémie à coronavirus. Bien plus, les conséquences de cette crise sanitaire, bien qu'amoindries de par les dispositions prises par les différents acteurs en application stricte des stratégies gouvernementales, restent perceptibles dans le monde du travail et continuent de fragiliser le tissu social. Entouré des représentants de l'OIT, CNPS, BIT et MINEPAC, le patron des travailleurs donne les 4 points essentiels des travaux. L'institution du délégué du personnel est appelée à jouer pleinement son rôle dans la dynamique de l'émergence. De par ses missions légalement encadrées, le délégué du personnel est un facilitateur dans la gestion interne des réclamations individuelles ou collectives, concernant notamment les conditions de travail et la protection des travailleurs, de l'application des conventions collectives, la classification professionnelle et les salaires. Par ailleurs, en tant que maillon essentiel en matière de dialogue social bipartite ou tripartite, il constitue dans ce sens une force de proposition auprès de l'employeur dans le processus d'optimisation des résultats de l'entreprise. Le comité est un organe tripartite chargé entre autres de suivre et veiller à la mise en œuvre effective des mesures approuvées par le gouvernement dans le cadre du dialogue social. C'est dans cette lancée que les partenaires sociaux au sein de cette instance de concertation se sont démarqués de par la qualité et la densité de leurs contributions pertinentes et précieuses dans la quête et la mise en œuvre des solutions idoines aux problèmes des travailleurs. Voici le nouveau complexe commercial qui vient redorer le blason de l'avenue Kennedy situé en plein cœur de la capitale Yaoundé au Cameroun.
Ce boulevard, qui porte le nom d'un ancien président des États-Unis, est le lieu par excellence des vendeurs à la sauvette. Fort de ce constat, le maire de la ville et un partenaire ont construit, non loin de cette fameuse avenue, un complexe marchand dénommé Marché d'Angola. Une stratégie pour mettre fin au désordre urbain qui perdure dans cette rue. L'inauguration ce jour de ce complexe commercial, les vendeurs à la sauvette de l'avenue Kennedy jouent désormais les dernières minutes de leur présence sur la dite avenue, qu'ils vont quitter sans résistance, et ils m'en ont fait cette promesse ferme pour être installés sur ces sites où nous nous trouvons. En effet, ce marché est composé pour l'instant de 201 boutiques avec des espaces pour mezzanines modulables pour la plupart, d'un grand restaurant, d'une infirmerie, de 3 grands hangars comportant un total de 345 places et d'autres commodités importantes sur lesquelles je ne saurais m'attarder. Ces grands hangars dédiés aux anciens vendeurs à la sauvette feront l'objet dans les prochains jours de travaux d'extension en hauteur ou en étage pour maximiser les places de ce marché. Je souhaite vivement que les commerçants, les usagers et les visiteurs de ce complexe commercial en fassent un bon usage. Le coût de réalisation de ce chantier s'élève à un montant de 1,480 milliard de francs CFA. Ce nouveau marché est composé de 6 blocs de construction, 201 commerces et un hangar pouvant accueillir 500 vendeurs ambulants, une infirmerie et un bloc administratif. L'ingéniosité du porteur de ce projet a permis de le peaufiner ainsi. Le marché a commencé au mois d'août 2020, la construction et les premières fondations. Et au cours du temps, en fait, le marché à la base, c'était un seul bâtiment. Comme vous pouvez le voir, on a 6 blocs différents qui ont été implantés aujourd'hui parce qu'on a vu au fur et à mesure du temps, le maire a pu voir la facilité avec laquelle on était capable de réaliser et la rapidité et l'efficacité qu'on avait. Donc on a commencé par un bloc et on a fini avec 6. Donc ça a mis jusqu'à aujourd'hui 13 mois pour qu'on puisse implanter 176 boutiques dans 6 blocs de bâtiments, en partenariat avec la ville qui a effectivement réalisé les 3 hangars et une bonne partie des travaux de terrassement, notamment de la cour. Et donc ça a été vraiment une réalisation qui a été très rapide et aussi intense avec les changements, avec mais on a une bonne capacité d'adaptation sur les demandes qui ont été faites par la mairie pour pouvoir faire arriver à cette réalisation-ci aujourd'hui. Cette légère pluie descendue en signe de bénédiction a encouragé le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Olanga Obam, a procédé ce mercredi à l'inauguration de ce complexe commercial. Dans son discours de circonstance, le chef de ce département ministériel s'est réjoui de ce fruit issu d'un partenariat public-privé. Je voudrais être particulièrement reconnaissant à l'égard de monsieur le maire de la ville de Yaoundé, qui n'arrête pas de nous administrer des preuves de son dynamisme et de son engagement au bénéfice des populations de sa ville. Cet espace marchand, en plein cœur de la ville de Yaoundé, doté d'un aussi grand nombre de commodités et de nature à relever la capacité du bon fonctionnement de l'économie de la ville de Yaoundé et de nature à mettre fin durablement au désordre urbain et de nature à promouvoir le respect de l'environnement. Un nombre important de jeunes gens et de jeunes femmes vont trouver un espace où ils pourront déployer leurs talents. De mon point de vue, c'est une manifestation évidente de la justesse, de l'engagement politique du président de la République dans la perspective de la promotion de la décentralisation et du développement local. Le président de l'association des vendeurs de la rue Avenue Kennedy a tout d'abord remercié les autorités. Après, il a invité ses collègues à quitter la route et les trottoirs afin d'occuper l'espace réservé à leur activité commerciale. La coupure du ruban symbolique, la découverte de la plaque, les intermèdes sont entre autres les points qui ont meublé cette rencontre festive.
La lutte contre l'incivisme routier se poursuit au Cameroun. Ce lundi 27 septembre 2020 à Yaoundé, la capitale, le ministre des Transports Jean-Ernest Ngale Bibeye a procédé au lancement de la phase pilote de gestion et de suivi centralisé des mouvements interurbains. Au rang des mesures, 100 bus de différentes compagnies de transport interurbain se sont vus connectés à partir d'un serveur central situé au ministère des Transports. Comme je vous l'avais annoncé lors de ma communication spéciale du 10 août 2021, au cours de laquelle je vous prescrivais un certain nombre de directives à observer, tout en vous annonçant que des mesures innovatrices seront prises pour contenir les accidents de la circulation routière. Nous assistons donc aujourd'hui au lancement de la phase pilote du projet de gestion et de suivi centralisé du transport interurbain de personnes dans le cadre du partenariat public-privé entre le ministère des Transports et le consortium Camtrack MTN Cameroun. Cette phase pilote, vous aurez certainement l'occasion de le constater tout à l'heure, concerne une centaine de véhicules, à raison de 5 par agence de voyage. Et à très brève échéance, c'est un système qui va être généralisé à l'ensemble des transporteurs de notre pays. Au regard donc de la présentation du projet qui vient de vous être faite, vous convenez avec moi que cette solution permettra de prévenir, sinon de lutter efficacement contre les accidents de la circulation routière dans les secteurs du transport routier interurbain de personnes et du transport routier de marchandises par camion. La recrudescence des accidents sur ces axes routiers ont donné naissance à cette catégorie de véhicules de voyage. Des chocs à répétition sur ces axes sont dus à l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et la surcharge. Ce système de surveillance drastique va permettre d'identifier tous les chauffards. Avec le dispositif mis en place dans le cadre de ce projet, notamment le contrôle des paramètres biométriques des chauffeurs, le suivi des véhicules interurbains par géolocalisation, la surveillance de l'environnement extérieur et intérieur du véhicule à l'aide des caméras intelligentes embarquées, les pratiques dangereuses, mesdames et messieurs, évoquées plus haut, si elles persistaient encore aujourd'hui, n'échapperont plus dorénavant à notre contrôle. Il convient de préciser que le syndicat des transporteurs des hydrocarbures, ici présent, peut vous témoigner de l'efficacité de cette solution, car durant une période de près de 10 ans, nous n'avons pas enregistré d'accidents dans ce secteur d'activité, relevant pourtant du transport routier des marchandises, bien que classées dangereuses. Vous vous rendez donc compte que vous pouvez transporter des produits dangereux, mais ne pas faire des accidents. Et ce système qui a été mis en place a contribué fortement. C'est ce que nous voulons faire pour le transport interurbain de personnes. Désormais, les familles seront certainement à l'abri de l'angoisse de la tristesse grâce à ce fruit issu d'un partenariat public-privé. 190 morts, 350 blessés, dont 200 en urgence, plusieurs autres personnalités prises en otage par des terroristes, de nombreux dégâts matériels enregistrés, c'est le bilan d'une attaque terroriste au stade Omnisport de Yaoundé au Cameroun. Loin d'être une réalité, c'est un bilan fictif arrêté pour mettre en application la doctrine de la réponse à une attaque terroriste. Suite aux différentes interrogations, des réponses ont été apportées par le capitaine de vaisseau au cours d'une conférence donnée ce mercredi. La doctrine de réponse à une attaque terroriste, une crise terroriste, a été élaborée en 2020 par le groupe interministériel de planification stratégique, qui est un groupe qui a été constitué en 2019 par la présidente de la République afin d'élaborer une doctrine de réponse à une crise. Cette doctrine a été appliquée sur une crise, une attaque terroriste, mais elle peut également être adaptée à d'autres circonstances telles que les catastrophes de grande ampleur ou les accidents de masse. Donc, cet exercice visait donc à appliquer, il s'agissait de tester
cette doctrine et voir si ça fonctionne. Cet exercice va permettre de renforcer la capacité des forces de défense et de sécurité de répondre efficacement à une attaque terroriste et vérifier la coordination entre les forces. Le deuxième objectif, c'était également de regarder l'interopérabilité, c'est-à-dire si les forces de défense, les différentes composantes que vous connaissez, police, gendarmerie, forces armées, sapeurs-pompiers et d'autres organismes, s'ils peuvent interopérer, c'est-à-dire que s'ils peuvent arriver à opérer ensemble et dans une cohésion d'ensemble qui puisse permettre d'atteindre l'objectif stratégique final, c'est-à-dire ramener la paix et la sécurité. Nous pensons donc qu'au vu de ce qui s'est passé hier, globalement, nos objectifs ont été atteints. Il est vrai qu'il y a quelques imperfections. Il s'agit de la première fois que nous organisons un exercice de cette nature et nous pensons donc que ces imperfections pourront être corrigées lors d'autres exercices de cette nature que nous pourrons organiser dans les années à venir. Créé le 29 mai 2019, c'est cet organe qui a effectué tout le travail préparatoire aux opérations de sécurité prévues. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.